Au fil de maraudes hebdomadaires dans les rues de Paris, Livia et Aimé, membres de la Fraternico, ont découvert une fraternité inattendue avec des personnes en grande précarité. Une relation d'amitié qui a transformé leur vie. Tu es bien sur la chaîne du Courant pour une écologie humaine et tu t'apprêtes à écouter un podcast qui souhaite régénérer ton espérance en donnant la parole à des acteurs qui bâtissent, dans leur cœur d'activité, un monde aimable. En espérant alors que toi aussi, tu voudras agir après avoir écouté ça. Bonjour Livia et Aimé, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? On est Aimé et Livia, on a 31 ans et 28 ans, et puis on est mariés depuis le mois de septembre, depuis le 13 septembre 2025. On est tous les deux parisiens, et tous les deux on se connaît notamment par la Fraternico dont on va parler après, qui est un engagement qui nous tient tous les deux à cœur. Et puis Livia, elle est chiropracteur, elle soigne le dos des gens, et puis moi je suis entrepreneur, je travaille dans le monde de la copropriété. Vous êtes donc tous les deux membres de la Fraternico. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est ? La Fraternico, c'était d'abord une maraude à Paris, ça a commencé comme ça. C'est comme ça que j'ai rencontré Aimé. Je l'ai rejoint dans cette maraude qu'il a repris dans une paroisse qui s'appelle Saint-Nicolas-des-Champs. Le principe était tout simple, c'était qu'on partait tous les jeudis soirs avec des sacs avec du café, du thé et quelques petites choses pour un peu briser la glace avec des gens de la rue qu'on allait rencontrer. On se mettait par binôme ou trinôme et on partait tous les jeudis soirs pendant 2 heures marcher dans les rues de Paris. Et l'idée, c'était qu'on fasse toujours le même trajet, toujours avec la même personne. Et on a tissé des liens d'amitié à tel point qu'on a fini par oser proposer des week-ends, des vacances. Et c'est au retour de ces vacances qu'on a décidé de créer ce groupe d'amis, cette fraternité qui s'appelle la Fraternico. Et voilà, donc c'est un groupe d'amis à la fois de jeunes pros et de gens qui ont connu des situations difficiles qu'on a rencontrées dans la rue. Et on se réunit tous les mardis soirs maintenant. Le format a changé, ce ne sont plus des maraudes. Mais ces personnes qu'on a rencontrées nous rejoignent dans l'église. Le cœur de nos réunions, c'est de vivre une fraternité nouvelle, de vivre un groupe d'amis nouveaux, une expérience humaine nouvelle. Et c'est profondément ça qui est important, plus que l'aspect religieux qui, c'est sûr, a une importance, mais c'est d'abord cette fraternité qui nous unit. Et donc, d'où a commencé votre engagement ? Je vais parler de mon chemin qui m'a conduit jusqu'à cette paroisse. Moi, c'était un premier élan du cœur à 18 ans où j'avais 2 mois d'été devant moi. Je voulais faire quelque chose de constructif et par hasard, j'ai rencontré un ami qui m'a parlé d'un camp d'été au Liban qui s'occupait d'handicapés mentaux et physiques. Et sans trop réfléchir, je me suis dit bon ben voilà, ça va être ça. C'était la première chose dont on m'a parlé. Je me suis inscrite et là-bas, j'ai vécu cette première expérience de se mettre au service du plus fragile et combien ça pouvait changer ma vie. Et ensuite, j'ai toujours cherché à revivre ça. Donc, je suis rentrée à Paris. Et un concours de circonstances a fait que j'ai découvert une maraude qui avait lieu à Boulogne. Pareil, ça continue à me nourrir et à me travailler. Mais j'étais étudiante à ce moment-là, c'était des maraudes qui finissaient parfois où je rentrais à 2 heures du matin. Donc, il a fallu que c'était pratique de trouver un engagement plus simple. Et j'ai rencontré Aimé un week-end de copains. Et j'entends parler de cette maraude. Et puis en plus, comme il m'avait un peu tapé dans l'œil, je me suis dit bon, voilà. Honnêtement, c'est ça qui m'avait au départ guidée à faire ce choix-là. C'est pas vraiment très noble, mais voilà, c'était ça mon chemin. Et donc j'ai rejoint cette maraude et puis bon, c'est pas du tout fait tout de suite. J'ai eu 3 ans où j'ai pu vraiment être honnête vis-à-vis de cet engagement. Et voilà, donc c'était un élan tout simple, une intuition que c'était ça qui allait me faire grandir, cette expérience humaine qui nous dépasse. Pourquoi aller rencontrer le plus fragile change et améliore ma vie, pourquoi ça me fait tant de bien. C'est assez mystérieux, mais voilà, j'ai toujours eu ce goût, cette recherche. Et moi, j'avais pas du tout prévu de servir les pauvres de la rue. Il fallait que quelqu'un reprenne le service de la paroisse, des maraudes, parce que l'ancien partait. Et on m'a demandé du coup de le reprendre. Au début, j'ai dit non, j'ai dit que c'était pas mon truc. Et puis on m'a demandé à nouveau, et donc bon bah pourquoi pas. Donc, je débarque, j'avais jamais fait ça de ma vie. Et en fait, c'était l'année du Covid. Et nous, on avait des autorisations spéciales pour aller rencontrer les personnes qui étaient en difficulté, quoi. Et en fait, ça s'est su. Donc, il y a
je sais pas, des dizaines et des dizaines de jeunes qui venaient le jeudi soir, parce que c'était un peu le seul moment pour sortir dans la rue, quoi, parce qu'ils avaient des autorisations. Et donc, on s'est retrouvés, normalement, il y avait 10 personnes qui venaient à la maraude, 10 volontaires. On s'est retrouvés certains soirs à 80, 90 volontaires. On a dû ouvrir un autre soir, tellement il y avait d'afflux de jeunes qui voulaient d'un coup servir les plus pauvres, quoi. Voilà. Et puis après, le Covid est parti, certains volontaires sont restés. Moi, j'étais bien installé. En fait, c'est un moment où le masque tombe complètement. C'est-à-dire qu'en général, quand on y va, on traîne des pieds, on a autre chose à faire. Et puis, en fait, on oublie qu'on est salarié de telle entreprise, on oublie qu'on a telle présentation à rendre, on oublie pendant 2 heures et demie quand on est sur le macadam. Je trouve qu'il y a un sentiment vraiment de trouver sa place, de vérité, de simplicité aussi au moment de la maraude. On peut enfin être vraiment soi-même. Au fil des maraudes, vous avez d'ailleurs lié des amitiés incroyables avec des personnes de la rue. Est-ce que vous pouvez nous raconter certaines de ces rencontres? Très concrètement, pendant ce confinement, donc moi c'est un peu le début. Il y a un groupe de 2 filles et donc je me greffe pour qu'il y ait un garçon dans le groupe, quoi. Et on rencontre une personne dans sa tente. En gros, ils sont devant l'entrée de la tente, donc j'ai pas de place, je sers à rien. Et il y a un autre monsieur à droite qui est là avec sa bière et puis qui râle, enfin bref, tout ce qu'on peut avoir comme cliché sur, il l'incarnait sur des personnes de la rue qui râlent, quoi. Et j'essaie de lui dire bonjour, je me prends un grand bâche, quoi. Et je m'assois. Et j'essaie d'entamer la discussion, mais franchement, je galère, quoi. Je galère comme un dingue. Lui se plaint. Donc, je rentre dans une espèce de spirale où, bref, c'est catastrophique. C'est une conversation catastrophique. Et puis, à un moment donné, je rentre en moi-même et je me dis, j'ai besoin d'aide, il faut m'aider. Et donc, je dis à ce monsieur, je me suis pas présenté, je sais même pas comment vous appelez, moi je m'appelle Aimé. Et là, ce monsieur écarquille les yeux et arrête de se plaindre et il me dit, ma fille s'appelle Aimé. Et en fait, de là, de ce tout petit truc est née une amitié. Miguel, je suis allé le voir ensuite la semaine d'après, et puis la semaine d'après, et puis la semaine d'après. On a bu un café, et puis on discutait, et puis on parlait des femmes, on parlait de son passé, moi je vous parlais de mes... Enfin bref, en gros, c'était vraiment un café, un rendez-vous avec un ami, quoi. Et puis je lui ai dit que je cherchais une femme, donc il m'a dit qu'il allait prier tous les jours pour ma future femme. Franchement, on est allé assez loin dans l'amitié. Il m'a dit qu'il voulait être baptisé, donc il m'a demandé d'être son parrain. Et puis, moi, il y a 1 an à peu près, Miguel, je lui ai demandé d'être mon témoin de mariage. Donc, il m'a donné des conseils, voilà. Il m'a dit qu'il fallait qu'on s'écoute, surtout. Et donc, Miguel est devenu mon témoin de mariage. Et Miguel, il est parti, il est mort début du mois de juillet. Et j'étais la dernière personne, je lui ai tenu la main au moment de son départ à l'hôpital, quoi. Dans toute cette histoire, moi, j'ai uniquement, il n'y a rien d'extraordinaire qui s'est passé. Il y a juste, en fait, le fait d'être là, le fait de dire oui, de faire ce service ce soir-là, le fait d'essayer de s'intéresser. Et après, ça s'est décanté. Et après, il y a plein d'autres personnes avec qui j'ai noué aucune relation. Mais là, il y a quelque chose qui a jailli, quoi. Donc voilà, il y a rien d'extraordinaire. Je pense qu'il y a quand même simplement une fidélité, en fait, qui a permis à cette personne qui avait du mal à baisser la garde, de la baisser, et à moi de devenir véritablement son ami. En fait, on est assez émerveillés tous les deux de voir comment juste un oui à une intuition, à je sais pas, une proposition d'une personne qui nous propose de venir à la maraude, combien ça change nos vies. Moi, évidemment, j'avais un peu peur au début. J'étais plutôt venue pour aimer, à vrai dire. C'est un exercice que j'avais jamais fait, d'aller m'arrêter dans la rue, parler à une personne qui est assise, qui n'a pas forcément envie de me parler, qui n'a rien demandé. Et en fait, ensuite, on se laisse complètement guider. Et puis, c'est intéressant de voir, voilà, la première maraude. Bon, en fait, je me sens bien parce que j'ai l'impression d'avoir fait une bonne action. Et puis, en fait, de semaine en semaine, je me dis, non, en fait, il y a quelque chose de plus. Et puis, cette personne que j'ai vue pendant 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 1 an, 2 ans, eh bien, en fait, je suis responsable de cette relation qui devient une amitié parce que les personnes dans la rue, ils ont un cœur qui va vite à l'essentiel. Donc, il n'y a pas de small talk pendant des mois. C'est, en fait, ils nous racontent des drames, des joies. Enfin, ils sont complètement
nus devant nous. Et après, on se dit, voilà, j'ai cette amitié dans la main. Est-ce que j'en suis digne? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que moi, j'ai le cœur prêt à, honnêtement, avec toute mon intelligence, dire, bah oui, je suis ton ami. Est-ce que je suis en train de mentir? Donc, ouais, il y a tout ce cheminement, toutes ces questions qui arrivent et qui, en fait, font du bien. Parce que, au départ, quand j'ai commencé, c'est sûr que c'était pas vrai. J'étais pas amie avec les gens que j'allais voir dans la rue. J'avais une démarche un peu charitable. Et en fait, je suis passée complètement au-dessus de cette démarche charitable. J'ai découvert qu'en fait, ils m'apportaient beaucoup plus que ce que moi, j'avais un café dégueulasse à leur offrir. Et en fait, il y a une aventure humaine beaucoup plus dense et beaucoup plus belle. Et un peu dans les grandes lignes, il y a une personne de la rue que j'ai rencontrée qui a vraiment marqué ma vie. C'est une personne qui se laissait mourir sur une grille, qui vraiment attendait la mort, il m'a dit, dans un état de misère totale. En fait, au fil des années, on est vraiment devenus amis. Et puis, cette personne que j'ai rencontrée dans la rue était assise à ma gauche le jour de mon mariage à table. Moi, jamais de la vie, je pensais que ça arriverait de passer d'une maraude à l'avoir assis à côté de moi à table à mon mariage. Et en fait, c'était juste, ça avait du sens. En fait, cette personne m'a aidée à me libérer de tellement de choses. Et ça m'a apporté une joie nouvelle, profonde, qui vient d'ailleurs. J'avais jamais goûté à cette joie avant de rencontrer cette personne dans la rue. Mais bien que vous ayez réussi à créer de véritables amitiés, quelles ont été pour vous les difficultés à affronter pour entretenir ces relations? La personne de la rue, en fait, elle a une temporalité qui est pas la même que la nôtre. Aujourd'hui compte, c'est chaque jour suffit sa peine, et dans une semaine, c'est déjà comme si c'était l'année prochaine, quoi. Et en fait, c'est semaine après semaine après semaine après semaine qu'il se passe quelque chose, quoi. L'amitié avec la personne fragile et la transformation de la vie qui en jaillit, elle se fait dans la fidélité, quoi. La fidélité avec des personnes de la rue, elle est difficile, quoi. C'est-à-dire qu'une fois que vous donnez votre numéro, vous êtes appelé 3 fois par jour, jamais au bon moment. Et puis si jamais vous le faites avec 3 ou 4 personnes, en fait, ça devient hyper galère, quoi. C'est une fidélité aussi qui est très ingrate parce que parfois vous venez voir la personne des semaines et des semaines et des semaines, et puis un jour elle est plus là. Donc vous savez pas pourquoi elle est partie. Elle réapparaît 7 mois plus tard comme si de rien n'était. Vous êtes là, mais attends, et moi du coup. Parfois également, c'est très compliqué parce que dans les personnes de la rue, il y en a beaucoup qui ont des problèmes psychiatriques. Donc vous êtes fidèles, on a l'impression d'avancer, et en fait tous les progrès sont soufflés par le vent en un problème, une difficulté, quoi. Ça peut être, je me suis fait voler mes chaussures, je me suis fait crever mon sac de couchage, etc. Ça, c'est ces événements dans la rue, en fait, qui sont hyper violents. Ça peut déclencher une crise psychiatrique. Et après, vous reconnaissez plus la personne. Moi, Miguel, il y a des fois où, en fait, ça faisait 2 ans que je venais le voir, et puis un jour, il a eu une rechute, et il pensait que j'étais flic, et donc que je l'observais, et que c'est difficile. Et la force qu'on a avec la Frat, c'est qu'on est ensemble, que du coup, on peut en parler, quoi, et qu'on le fait avec des amis, et du coup, ça devient plus facile de le faire. Et du coup, en fait, ces difficultés, je suis pas seul à les porter, mais on les porte ensemble. Et on les porte aussi avec les personnes plus fragiles qui vont bien à ce moment-là, quoi. Peut-être juste pour finir, il y a quelque chose de crucial dans ce que Aimé a dit. En fait, on est tenté de vouloir un résultat parce que dans notre monde, ça fonctionne comme ça. Moi, au début, je me disais, mais il faut que cette personne sorte de la rue, il faut que cette personne ait un travail, il faut que c'est... Et en fait, c'est pas du tout ça les règles. Il faut déjà juste être amis et voir ce qui se passe. Ce qui est amusant aussi, c'est qu'au début, on n'est pas amis, mais comme quand on rencontre quelqu'un, on n'est pas vraiment amis, on est un peu sur la défensive, on fait attention à ce qu'on dit, on veut pas vexer l'autre. Et puis d'année en année, on voit que c'est juste parce que on arrive à tous dire, mais ça va de tiens Livia, t'as grossi, tu devrais faire attention, à Williams, arrête de me demander de l'argent, je suis pas une banque. Et en fait, on est vrai, et puis du coup, ça va. Et en revanche, effectivement, si on n'arrive pas à sortir de je suis à ton service parce que moi, ma vie est stable et que toi, tu as une vie instable, ça marche pas. Faut se mettre d'égal à égal parce que, en fait, ma vie n'a pas plus de valeur que la tienne. Tu as eu des épreuves que j'ai pas eues, mais ça, juste, c'est pas, il n'y a pas une étiquette qui s'est marquée sur notre front. On reste tous les deux êtres humains. On a tous les deux le courage de dire oui, vivre cette expérience un peu nouvelle. Et en fait, on se laisse porter par ça et le reste n'a moins d'importance. Et vous avez d'ailleurs lié des amitiés telles que vous avez fini par inviter à votre mariage vos amis de la rue.
Ce choix d'inviter ses amis de la rue à notre mariage, ça n'a pas été clair tout de suite, parce qu'évidemment, on a fait face à beaucoup de peurs qu'on pouvait avoir, aussi bien nous et notre famille, parce que nous, ça faisait 4 ans qu'on était proches de ces personnes-là, donc on se connaissait, mais pour nos parents qui recevaient, c'était pas si évident en fait de déjà de comprendre ce qu'on traversait avec eux. Et pour nous, il y a eu un vrai discernement de ce que c'était juste. Ça a demandé un peu d'organisation et tous nos amis de la frat ont beaucoup œuvré pour que ça puisse se passer dans les meilleures conditions possibles. Chacun, il y avait une sorte de binôme, on veillait les uns sur les autres. Même pour nos parents, au début, ils avaient peur que, je sais pas, quelqu'un mette le feu à une tente, parce que c'est vrai qu'il y a différentes fragilités, et que quand on n'y est pas habitué, ça peut faire très peur. Et en fait, ils ont eu le cœur suffisamment grand pour dire oui et nous faire confiance. Et c'est beau parce que cette confiance, elle a permis que ce jour-là, le jour de notre mariage, il y ait une joie puissante, principalement habitée par nos amis de la rue, parce qu'il y avait quelque chose de plus fort que la mort. Il y avait quelque chose, ils avaient un message d'une puissance de joie incroyable. Et en fait, il n'y a pas une personne du mariage qui n'a pas été touchée. Tout le monde a baissé les armes, tout le monde s'est laissé toucher. C'est vrai que c'est un exercice pas forcément facile, parce que la discussion est pas facile à avoir parfois, quand il y a une telle différence de vie. Mais ça mettait une couleur différente à notre mariage. Et par chance, tous nos amis veillaient les uns sur les autres. Donc personne n'a été humilié ou personne n'a eu honte. Et au contraire, j'ai eu des retours, je me suis sentie valorisée. Et puis c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur l'amitié en fait. À partir du moment où c'est mes amis, où on se voit toutes les semaines depuis 4-5 ans, on part en vacances ensemble chaque année. Si on essaie d'unifier notre vie et de pas juste vivre dans des silos, dans des cases et tout, en fait, qu'est-ce qui fait que j'invite la vieille tante que j'ai jamais vue ou les cousins éloignés de chez éloignés et que je les invite pas eux en fait. Si c'est mes amis, moi j'ai envie qu'ils soient là quoi. Surtout que nous avec Livia on s'est rencontrés vraiment dans les maraudes. Ils ont été les premiers témoins en fait. Et en fait, le jour du mariage, ce qui s'est passé, c'est que c'était incroyable, quoi. Leur présence a tout changé. Ils n'étaient pas là comme personne de la rue, ils étaient là avec la frat. Donc, il y avait un groupe, il y avait la frat qui était là. Et puis, ils ont participé, ils ont donné un coup de main, ils nous ont aidés, en fait. Et en fait, ce qui est étonnant, c'est de voir que beaucoup ont été touchés effectivement par leur présence, en se rendant compte que en fait, c'est pas si effrayant que ce soit. En fait, c'est ok, quoi. C'est ok. Et c'est important d'avoir des personnes comme vous qui montrent le chemin. Donc si vous aviez quelques conseils à donner, ce serait quoi? Si je devais conseiller quelqu'un qui, en nous écoutant, se dit tiens, moi j'aimerais bien commencer, le conseil c'est qu'il ne faut pas commencer seul, parce qu'il ne faut pas se sentir pousser les ailes et aller inviter la personne en bas de chez soi qu'on ne connaît pas à dormir dans son canapé. Enfin, on peut brûler des étapes en fait, il faut que ce soit juste. Moi, ça m'a aidé d'avoir cette structure. Là, c'était l'église, il y avait un prêtre qui nous accompagnait, un prêtre qui a l'expérience des gens fragiles, qui a vécu dans la rue pendant 1 an et qui avait des conseils précieux pour que justement on reste dans quelque chose de vrai et de juste. Donc, je conseillerais de ne pas le faire tout seul, avec une structure en tout cas. Ça, je pense, c'est le conseil principal. Et après, il faut oser dire oui. Mais il y a plein d'endroits à Paris ou partout en France où on peut trouver ce genre de groupe. Moi, je dirais peut-être 2 conseils. Le premier, c'est en fait, qu'est-ce que vous voulez vivre? Parce que dans les maraudes, par exemple, il y a des maraudes où on distribue, et puis il y en a d'autres où on distribue pas et on est plus dans la rencontre. Donc voilà, vers quoi vous voulez vous orienter? C'est des expériences qui sont complètement différentes en fait. Et puis la deuxième chose, c'est des personnes qui sont fragiles, qui ont connu des traumatismes, beaucoup de violence, avec parfois des problèmes psychiatriques. Il ne faut pas du tout que ça fasse peur, mais simplement il faut au début être un peu délicat. C'est-à-dire que notamment quand on vient s'asseoir auprès d'une personne, il ne faut pas oublier que là c'est chez elle en fait.
Donc, je m'assois pas tout de suite, je pose pas 15 000 questions. Juste, je sens un petit peu ce qui se passe, quoi. Bonjour madame, ouais, voilà. Est-ce que je peux m'asseoir? Voilà. Faut te demander, parce que c'est comme si quelqu'un s'asseyait dans votre salon, en fait. Et puis après, sur les questions, il faut parler, etc. Parfois, il faut poser des questions. Juste rappelez-vous que c'est des personnes qui ont beaucoup souffert. Et à partir de ce moment-là, juste avec cette information en tête, allez-y. Et puis même si de temps en temps on pose une mauvaise question, un truc, c'est pas très grave. Puis même si à un moment donné il y a quelqu'un qui vous dit d'aller voir ailleurs, pareil, c'est pas très grave. Vous aurez essayé. Eh bien, c'est la fin. Quel est le dernier message que vous pouvez nous transmettre? Oser un oui. Dire oui m'a permis d'épouser Livia. Donc dites oui, ouais, foncez. Merci Livia Aimé pour ce témoignage touchant et inspirant, de quoi nous donner l'envie et la motivation de sortir d'un certain entre-soi mortifère. Auditeur, quant à toi, nous te remercions de ton écoute. Si tu as apprécié cet épisode, n'hésite pas à le partager autour de toi. Et pour suivre nos actus, ou juste t'abonner à notre newsletter mensuelle, on te donne rendez-vous sur www.écologiehumaine.eu. À très bientôt!